Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16 des Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Épisode 16, retour de vacances pour la plupart d'entre nous. Le teint est allé, on a tous perdu une partie de nos cernes. Nicolas, arrêtez pas de me dire à Kevin, t'as l'air plus en forme qu'au départ. Heureusement, ça sert à ça les vacances. Et on en profite. Alors c'est toujours les vacances pour une partie d'entre vous. Certains nous regardent peut-être au bord de la mer ou en montagne. Et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Ne nous partagez aucune photo aujourd'hui pour ne pas nous provoquer. Et en tout cas, on est quand même là, présent, pour vous donner un peu d'infotech. Donc au sommaire du jour, avec un grand sourire, plein de soleil. On va vous expliquer, alors vous le savez, on est technophile avant tout, on aime les contre-pieds, c'est la news hardware avec Kevin. On va vous parler de l'Apple Vision Pro, donc casque réalité virtuelle, pas facile de reprendre. On l'avait évoqué, d'Apple. Kevin, tu l'as testé, tu vas nous dire ce que ça vaut. Et comment est-ce qu'on peut le tester idéalement, a priori, sans le payer et vous savez que ça a forcément un coût, exactement, combien il vaut. Donc, on a testé l'Apple Vision Pro, premier sujet. Deuxième sujet, ce sera avec Romain. Tu nous diras pourquoi Copilot Copilot Studio a désormais du répondant. On ira ensuite avec Nicolas explorer la partie fabrique. Oui. Avant la FabCon, gros événement de septembre, on a quand même des petites news de l'été, notamment des disponibilités générales de la GA qui étaient importantes et attendues. Attendu à un moment donné, il faut y passer, quoi. Tu nous diras ce qui est passé dans la roadmap. On ira ensuite avec Kevin sur la partie livraison estivale de Copilot Microsoft 365. Là, il y a eu un gros récap de news pendant l'été, beaucoup d'infos. T'as pas su choisir et du coup on va tous les plus importants. On va t'écouter là-dessus, exactement. Et je finirai avec de l'innovation et toujours l'innovation comme l'ensemble de ces news sur la partie des custom avatars. Est-ce que ce serait l'interface ultime de nos futurs applications? Gros débat. On démarre, Kevin. Premier sujet, l'Apple Vision Pro. Comment tu l'as testé? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et puis voilà. Est-ce que tu l'as acheté? Alors non, je l'ai pas acheté. Bon, pour rappel, on en avait parlé il y a quelques épisodes déjà. L'Apple Vision Pro, c'est le produit d'Apple qui mêle réalité augmentée et réalité virtuelle. Réalité augmentée, c'est quand on vient transposer du numérique sur notre physique quotidienne. Et réalité virtuelle, c'est quand on est complètement coupé du monde, donc on n'a pas de retranscription de l'extérieur, tout est virtuel. Donc en France, Apple a lancé le Vision Pro en juin. Donc, quand vous allez sur le site d'Apple, vous pouvez booker une démo dans l'Apple Store qui est le plus proche de chez vous. Et la démonstration dure 30 minutes. C'est plutôt bien fait, donc on y va. Ils vérifient la réservation, ils sortent un Apple Vision Pro et ils démarrent avec une démonstration de 30 minutes où il y a quelqu'un qui est assis juste à côté. Donc c'est un vrai Apple Vision Pro. C'est un vrai Apple Vision Pro. Ils t'ont pas mis un cardboard Non, c'est un vrai avec Apple un Vision iPhone Pro. dedans. Non. Un vrai Apple Vision Pro avec un employé d'Apple à côté qui dit quoi faire. Donc il voit lui la retranscription sur l'iPad directement, donc il peut te guider. Et ça commence par une calibration. Donc déjà dès la calibration, ça te met une grosse gifle en fait. Ah ouais, franchement une grosse gifle parce que quand tu mets le casque, alors le casque il est complètement opaque. Donc techniquement tu ne vois pas à travers. Donc c'est la caméra qui te rend le flux vidéo et en fait tu as l'impression de ne rien avoir sur le visage. C'est du pur temps réel avec pas de grain. Du coup, moi je m'attendais à être un petit peu malade parce que avec les mouvements et qu'il n'y ait pas une synchronisation entre ton corps et ce que tu vois, il n'y a pas ça. En fait, tu as vraiment l'impression de... Si tu mets ta main devant, tu vois ta main devant. C'est un truc de fou. Distinctement. Donc ils te font la calibration, donc déjà ils te demandent de vérifier des petits points, de fixer des petits points avec tes yeux, et là pareil c'est ultra bien fait, t'as pas besoin d'exagérer, de faire rouler vraiment tes yeux dans ton orbite, tu regardes le point, ça marche. Ouais. Et en fait la prise en main elle se fait en quelques secondes. Au début je ressemblais un peu à un boomer, j'ai l'impression, j'essaie de sélectionner en mettant ma main comme ça, après tu te mets vraiment à l'aise, que t'es sur la table, t'es adossé, et t'exagères pas ton mouvement pour sélectionner avec les doigts. Et pour le coup, Apple utilise beaucoup de superlatifs dans ses démonstrations. Bon, après, tu vois le produit, c'est beaucoup de marketing. Et là, pour le coup, la présentation qu'ils ont fait peut pas en fait vraiment faire honneur au produit. Il faut vraiment le tester pour voir le truc. C'est un truc à vivre en fait. En fait, c'est un truc à vivre et tous les superlatifs d'Apple, je pense qu'ils sont en deçà de la réalité pour le coup.
technologiquement, je pense que c'est le truc le plus abouti d'un point de vue hardware que j'ai testé. En plus, c'est un produit de première génération. Et donc la démo, ils sont allés crescendo. On le rappelle quand même, Kevin est quand même plutôt fan d'Apple. Ouais, mais là pour le coup, il faut le dire. Ouais, mais pour le coup là, c'est. Il faut y avoir un critique aussi parce que. Ouais, bah justement, j'y viens. On va en parler peut-être après. J'y derrière. J'y viens justement. Et du coup, ils y sont allés allés crescendo. Donc d'abord l'application photo. Donc oui, t'as les photos 3D, etc. Après le navigateur web. Et là, ils ont montré ensuite des médias. Et les médias, ils ont une démonstration où c'est du contenu qui a été shooté avec la vision d'Apple, avec des caméras vraiment spéciales, pensées pour le Vision Pro. J'ai vu un match de NBA, de football, de soccer, les Américains ils appellent ça, la Ligue américaine, des films tournés pour, et là tu te prends une grosse start. En fait, l'immersion elle est telle que tu te rends pas compte que tu as un écran en face de toi, parce que c'est techniquement 2 écrans qui sont en face de tes yeux. Ouais. Tu discernes pas les pixels, pas de bruit. Et quand ils te le montrent, ils te le montrent en réalité augmentée ou en immersion? Non, là en immersion complète. Immersion, tu vois pas le côté, t'as vraiment l'écran T'es dans le film stade, t'es dans le stade et t'as la NBA, t'as les joueurs devant toi. Et en fait, tu t'y crois vraiment. Tu sais, par exemple, sur la NBA et le foot, j'étais côté banc. Et pour avoir joué dans des fives, par exemple, ou quand t'es sur le bord et tu entends le bruit des pas, la respiration, le bruit de la balle, c'est qui frappe juste à côté de toi. En fait, t'as exactement les mêmes sensations. Un truc de fou. Et du coup, la question que m'a posée l'employé d'Apple, c'était est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Je dis pas non. Et ce qui était bien, c'est que du coup, la conversation était vraiment constructive avec la personne. Parce que déjà, le prix pour Apple, c'est à partir de 3 000 €. À partir de 3 000 €. Donc, il y a déjà ça. Et du coup, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Oui. Est-ce que vous êtes en capacité de l'acheter? Là, non. Pas. Il y a quel prix? Et pas du tout coup, de suite. La discussion est intéressante parce que moi, je m'attendais à ce que la personne veuille vendre le truc en disant non, mais il faut le prendre, il est vraiment bien, ça vaut le coup. Et tu sais, le même discours d'Apple. Et en fait, non. Ils font du sondage, en fait. Voilà. Et moi, ce que je lui ai dit. Ils savent qu'à 3 000 €. À partir de quel prix seriez-vous prêt? Est-ce qu'il a demandé ça? Est-ce que je lui ai dit, je dis, là, fonctionnalité aussi. Je dis là, oui, c'est une superbe démo technologie. Donc, ça, c'est vrai. Au niveau des tarifs, je pense que c'est aussi pour amortir les coûts de R&D et tout. Parce que ça peut valoir 3 000 à l'heure d'aujourd'hui. Ça vaut le prix. Par contre, en termes d'expérience, si tu l'achètes en tant que consommateur, je trouve que ça vaut pas le coup parce que déjà, le parc applicatif, il est très limité. Encore plus limité en France parce que les contenus NBA, Ligue américaine, c'est exclusif aux États-Unis. Donc, en fait, en France, il n'y a pas ça. En plus de ça, le côté un peu esprit cinéma immersif. Alors oui, c'est très immersif, mais pour toi tout seul. Les autres en profitent pas autour. Il y a déjà ça. Moi, ça, tu vois, moi, c'est le truc. Alors, pas pour 3 000 € qui parce que je raconte ma vie de monde, mais quand on est un couple de geeks et de gamers et qu'on a tous les deux besoin d'une télé quand on a les loisirs le soir, je parle de ma femme et moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a 2 canapés en perpendiculaire, chacun face avec une télé. On a 2 télés dans le salon. J'adore quand il raconte ça à chaque fois. Et très honnêtement, il y en a un qui est obligé d'avoir un casque et un écran, et l'autre diagonale. Et moi, tu vois, typiquement, moi je sais que vu qu'en plus, tu as parlé du mode 100% vue, on a vu dans les démos, tu peux avoir une vue de ta pièce et oui, tu peux avoir ça. Et moi, je mets ça pour mes soirées. Ça qui est fort, tu peux jongler entre AR et VR, mais ce qui marche dans ce que tu dis, c'est qu'il faut l'écosystème derrière. En fait, il n'y a pas encore beaucoup d'applications, donc il n'y a pas tes jeux. Ah, mais je vais pas mettre 3 000 € dedans non plus, mais... Et l'expérience, moi, ça m'intéressera. L'expérience bureau virtuel où en fait, tu peux travailler en fait dedans. En fait, le prérequis, il faut que tu aies un Mac aussi. Donc, quand tu collectionnes le Mac plus ça, tu arrives à une facture facile à 6-7 000 €. Donc, pour l'instant, c'est un usage de niche. Donc, c'est le coût de la technologie aujourd'hui. Le coût d'un open spec. Et je pense que ça devient. Franchement, s'ils arrivent à des. Enfin, je pense que déjà, ça se destine déjà. Et après. Même pour un fanboy. C'est une démo parce que tu as beaucoup d'applications professionnelles. Non. Voilà. C'est ça le problème. En fait, même pour. C'est quoi la cible? Tu vois, même par exemple, si moi j'étais. Il n'y a pas de jeu vidéo. Il y aura. Alors, il y a différentes choses. Je pense déjà ils ont créé leur propre OS à l'intérieur. Donc c'est pas un Mac OS, c'est pas un iPad OS, c'est vraiment un OS à part entière. Donc il va falloir déjà développer cet écosystème. Et je pense que le prix se destine plutôt à des professionnels et à des développeurs pour se prendre en main la plateforme. Je pense que la plateforme elle va vraiment décoller quand ils arriveront à un produit sous la barre des 1 500 €, tu vois, avec plus d'applicatifs. Et quand l'aspect bureautique travail, il ne sera pas limité par le fait d'avoir un Mac à ta disposition. Aujourd'hui, il y a Microsoft qui propose par exemple le pack Office à l'intérieur. Donc c'est déjà ça. Oui. Mais c'est pas suffisant. En plus, c'est le pack Office un peu light que tu as sur l'iPad. Tu en parlais l'autre fois, Apple a pris le parti de faire de l'IA déportée.
comme tu disais, sur leur prochain produit, où ils n'ont pas tant que ça de SLM embarqué sur le mobile, mais plutôt c'est un petit peu traité en local et on exporte tout sur le web. Enfin, je vulgarise beaucoup. Et ça, je pense que c'est une piste pour rendre aussi le produit intéressant, entre l'IA de détection de voix, de paroles, de production de contenu, vu qu'ils arrivent à le déporter en temps réel, là où la plupart des autres ont fait le choix de local matériel. Ça aussi, ça veut dire que tu auras un assistant IA. Enfin, t'as le vrai Jarvis d'Iron Man. Là où la intelligence n'est pas pensée pour Vision OS pour l'instant. Oui, mais ça va. Je parle des générations. Et puis en réalité, on parle de 3000. Alors, beaucoup. Et c'est un PC embarqué avec la pointe de la technologie, un niveau d'expérience que tu décris. En fait, d'un point de vue hardware, ça les vaut. D'un point de vue marché, ça se tient tout à fait. Enfin, tu regardes le prix des MacBook Pro, etc. $1,500, je crois. Déjà ça, sans compter le R&D. Tu payes les 15 années de travail, sans la R&D, sans le marketing. Donc, honnêtement, quand j'ai vu le produit, tu le testes, tu comprends pourquoi ça coûte 3 000 €, et pour le coup, tu vois pas une taxe Apple là-dessus. Tu comprends pourquoi c'est 3 000 €. C'est les use cases qu'il faut. C'est les use cases qui manquent. Comme un smartphone à l'époque. Prix de certaines trottinettes. Mais les quelques use cases qui m'ont montré, mais les quelques use cases qui m'ont montré, tu vois clairement le potentiel. Voilà. En fait, il y a du potentiel, mais pour l'instant, c'est pas encore là. Moi, je trouve que le vrai plus de ce genre de produit, notamment celui d'Apple, c'est d'avoir trouvé une manière d'interagir avec ce genre de choses, notamment avec l'iris, avec l'œil. Je pense que c'est next step. En fait, on a tous connu la vie et la souris. L'ancien, il n'y avait pas nécessairement la souris avec. Voilà. Après, donc la souris. Ensuite, il y a eu le tactile. Et maintenant, c'est effectivement le tactile. L'argument là, pareil, ça va être l'émission gamer. En fait, hors casque, les capteurs de suivi des yeux pour les gamers, ça existe depuis très longtemps. En fait, c'est pas connu du tout parce que ça se limite à les jeux compatibles, c'est simple, c'est les jeux de simulation de combat d'avion. Ouais. Globalement. Et dans ce genre de jeu, les joueurs à haut niveau, ils ont l'eye tracking. Alors du coup, c'est un capteur accroché sur la télé. Mais pour pouvoir avoir piloté un avion de chasse moderne dans les jeux vidéo, vu qu'ils font de la simulation réaliste avec tous les problèmes de documents secrets défense qui ont leaké quasiment tous les mois pour les jeux vidéo en question. Mais t'as tout le eye tracking qui existe. Donc c'est une technologie, comme tu dis, de gamer qui marche bien. Parce que si on arrive à le faire depuis une télé à 2 mètres de toi, que... Non, là, c'est un autre level. Oui, non, mais vraiment, c'est un autre level. Dans une autre ligue. En fait, les micro-mouvements... En fait, t'as des petits éléments d'interface. T'arrives à le cibler. Tu arrives à choper, mais... T'arrives à le cibler. C'est pas les voix que t'as... Les liens sur les pages web. Et sans exagérer, en fait. T'as pas besoin de faire... T'arrives vraiment à pointer, en fait, l'élément que tu regardes. Et ça devient naturel, en fait. C'est trop naturel. Comme avec le doigt... La meilleure image qui se rapproche de la pop culture, on va dire, tu vois, dans Minority Report. Et en fait, c'est exactement ça. J'avais l'impression de me retrouver dans la Minority Report. Et tu vois, là où c'est fort, c'est que, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas le plus grand supporter d'Apple. Il va demander direct, on peut tester. Et j'avoue que tel que c'est décrit, ça me donne envie d'essayer. Et j'irai peut-être faire un petit tour à la démo pour voir d'un point de vue technologique. La démo, je sais que derrière, je vais mettre la main dans quelque chose qui va me bouffer. Mais après, c'est vrai que là où ça peut être dangereux pour toi. Exactement. Il faut l'écosystème. Donc derrière, je pense que c'est déjà destiné à des gens qui sont déjà très Apple, parce que dans l'esprit, c'est quand même très Appleisant, très Appleisé. C'est vrai. Etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une démo technique. Il faut y aller avec un t-shirt blanc quand tu vas l'essayer. J'avoue que je suis pas allé avec un t-shirt blanc, moi. Voilà. On va fermer le... s'y mettre, je pense, pour l'Iris, c'est sûr. Mais là, je pense qu'ils ont facile, sans exagérer, ils ont au moins 3-4 ans. Facile, oui. Facile. Mais les autres vont se rapprocher avec des prix. On va fermer cette première, parce que c'est censé être une parenthèse, cette première, c'est presque un vrai sujet, mais merci Kevin pour le partage, parce que c'est un vrai sujet technologique, et je pense qu'en effet, ils ont un coup d'avance, qui est une vraie avancée, et que ça vaut le coup d'aller le tester. Donc du coup, vous l'avez compris, il suffit de s'inscrire sur le site, et sur tous les gros Apple Store, globalement, vous pouvez essayer une demi-heure, c'est pas rien pour une démo, en plus, ils prennent du temps avec vous, etc. C'est très bien fait. Et essayez de faire cette immersion, vous nous ferez peut-être des retours la prochaine fois. On va revenir dans un monde que l'on maîtrise, le monde Microsoft. Et on va passer avec Romain. Ouais. Romain, tu voulais nous parler de Copilot Studio et nous dire pourquoi Copilot a du répondant désormais. Et je vais le dire qu'à la fin de la news, pour faire comme tous les influenceurs, c'était un clickbait. Parce que, en fait, j'ai pas mal ajusté ma news parce que je me suis rendu compte que Copilot, il a fait ses devoirs de vacances. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises à jour sans aucune communication dans Copilot Studio. Mais alors, rien du tout. Et les choses, il y a des fois, je les découvrais en démo avec des clients pendant l'été, et je faisais d'accord. Et donc, pour parler de cette petite chose-là, déjà parlons de la page d'accueil.
que normalement vous devez voir à l'écran. Et déjà, on voit qu'elle a rejoint l'écosystème Power Platform. C'est-à-dire que cette page d'accueil, on rejoint la logique. J'ai en haut une zone Copilot, où je peux Copilot pur, et je lui décris le bot que je veux. J'ai des templates, j'ai des choses toutes faites, et on voit en plus gestion de déplacement, du GreenOps, de l'écologie, correspondance de CV. On a une autre image que je montre avec une galerie, carrément, et des tutoriaux ou des choses toutes faites. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Copilot Studio, avant, il avait son interface un peu carrée, outil très préliminaire. Donc là, ça y est, c'est un grand garçon, il a son permis de conduire, il a rejoint la gamme. Donc déjà une homogénéisation de l'expérience low-code. C'est ça, et surtout, pas mal de templates et l'intégration IA pour faire de l'IA. Donc c'est assez rigolo de voir que c'est venu. On a quelque chose de très discret qui est arrivé comme ça. C'est quand on clique sur créer un copilot. Avant, on arrivait sur l'interface de création d'un copilot studio. Et là, on a un choix. On nous parle de nouveau copilot ou on nous parle de l'intégration Copilot 360. D'accord. Alors, mon premier réflexe a été de cliquer à droite, mais pareil, je vais le garder pour un peu plus tard. Déjà, rien que la création d'un nouveau copilot, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a des petites zones qui sont arrivées en plus. Il y a une zone instruction. C'est que ça, il y a description au-dessus, instruction en dessous. Alors bon, c'est un prompt qui a pas mal changé en taille, parce qu'au début, il était à 10 000, 15 000, maintenant il est à 8 000 caractères. C'est 8 000 caractères de pré-prompt. Parce que j'avais expliqué dans d'autres contenus que Copilot Studio, tout ce qu'on lui fait interagir, répondre, construire, on peut lui donner des prompts ou des instructions pour modifier, pour intervenir. Là, c'est carrément un prompt comportemental. Donc là, j'ai fait... C'est ce qu'on appelle, du coup, je ne me trompe pas, plus généralement côté Azure ou le prompt système. Exactement. C'est-à-dire c'est vraiment le framework, le cadre que tu lui donnes. Après, tu lui donneras sur ton use case des inscriptions, le descriptif de ce qu'il doit faire, etc. Et les règles de base de ce que tu dois faire ou ne pas faire, tu les mets en back-office, si on peut dire ça comme ça, dans le prompt system et peut-être sur l'ensemble de tes copilotes. C'est ça, sachant que tu peux en remettre après dedans. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut mettre de tout, et surtout, ça se couple à une petite case qui est en dessous qui s'appelle connaissance. Avant, on pouvait lui dire sur quelles données, sur quel document faire sa GenAI. La petite partie connaissance, pareil, c'est les connaissances globales qu'on va lui donner. Donc ça existait avant, on lui donnait en direct. Sauf que là, il y a un petit bouton qui se rajoute sur l'image d'après. Et là, c'est encore en préliminaire. C'est qu'en fait, de base, si maintenant vous créez un Copilot Studio sans aucun paramétrage, sans rien renseigner, c'est ChatGPT en local dans votre entreprise. Voilà. Donc, j'ai montré ça à un client il n'y a pas longtemps. Il me dit, alors, si je vous disais le prix qu'on a payé pour avoir notre propre portail ChatGPT Pro en interne, hébergé sur nos serveurs, machin, en janvier, je fais, là, ça me prend 1 minute 30 et j'ai exactement ce que vous êtes embêté à faire au mois de janvier. Et tu le déploies dans Teams derrière. Alors, c'est justement, j'y viendrai après, mais c'est le côté multicanal. Mais ça, je vais le garder pour la fin. J'ai une question tout de suite, du coup. Quand tu dis, c'est... ton ChatGPT d'entreprise. Je l'ai testé. Ok, très bien. Parce que c'est de l'Azure OpenAI derrière, etc. Par contre, en termes de coût, ça ne bouge pas, c'est toujours Copilot Studio. Donc pour rappel, Copilot Studio, c'est $200 par mois pour l'entreprise. C'est pas une licence par utilisateur. Pour 25 000 messages directs ou on divise par 2 si c'est des messages qui utilisent la GenAI, donc 12 500 messages. Et derrière, tout est gratuit. C'est-à-dire, les développeurs, la licence est à $0. Quand tu dis des messages qui utilisent la GenAI ? Quand une réponse qui est faite à un utilisateur, si c'est un texte qu'on a prédéfini à la main, ça compte 1. Okay. Si c'est une réponse qui a une synthèse de document, ça compte 2. Ok. Donc, parce que, du coup, on le rappelle, Copilot Studio te permet de faire aussi du scénario bot classique avec des réponses prédéfinies, toute la partie... arbre de décision que tu fais, donc ça compte dans les réponses, et la GenAI c'est ça. Et tant qu'on y est, pour rappeler, Copilot Studio, ce qu'il a d'intéressant par rapport à toutes les autres solutions, c'est qu'il touche aux 4 pans de l'IA. C'est-à-dire, quand on s'intéresse à un sujet chatbot, on s'intéresse à la sujet compréhension de la question. Ça, c'était le gros sujet des chatbots. Lui, il y a toute cette partie-là qui est fantastique pour avoir fait des chatbots avec d'autres technos jadis. Il y a la partie capacité à chercher une réponse. Donc ça, intégré dans le tenant, et ça c'est bien. Il y a la capacité d'utiliser le document, parce qu'il y a des IA qui trouvent des docs mais qui s'en servent pas pour vous répondre. Ça fait partie des tests que font nos collègues de l'IA. Et la 4e, c'est la qualité de ce qu'il génère. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, il le fait en encapsulé.
Sauf qu'en plus, on peut remplacer des morceaux. Par exemple, la partie GenAI de base, c'est le GenAI Copilot. Je peux mettre ce que je veux. Je le disais dans une news d'une autre émission. Aujourd'hui, faut travailler à la NASA pour remplacer l'IA qui est dans Copilot Studio, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, il y aura des connecteurs par plateforme pour choisir n'importe quel moteur d'IA Microsoft. Mais pour revenir maintenant à tout ce que je raconte, et comme je disais de ChatGPT intérieur, c'est que maintenant, on va revenir à ce que j'ai dit juste avant, les instructions. C'est-à-dire que du coup, je vais mettre un prompt et des instructions, et lui-même, il utilise les connaissances, par exemple, si je lui autorise de ChatGPT, pour sa personnalité. Et du coup, j'ai poussé à l'extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire pas utiliser 8000 caractères, mais le moins possible. Et je lui ai laissé les connaissances web, je lui ai donné les connaissances de nos ressources humaines, et alors, évitez de le faire dans la vraie vie, faut pas que ça circule sur Internet, mais voilà. Et je lui ai juste dit, à partir de ces informations-là, tu dois te comporter comme un assistant RH qui va répondre à des salariés, mais tu ne dois pas dépasser le cadre du périmètre d'un assistant RH. Et ensuite, je lui ai posé des questions. Il me répondait toujours. Quand je lui ai parlé de licenciement, il m'a dit pas du périmètre RH, harcèlement, etc. Pour la blague, vu qu'on est en live, j'ai réussi à le piéger quand même, à un moment sur une tournure de phrase. Je lui ai dit, j'ai des problèmes de communication avec un de mes salariés parce que celui-ci est un oiseau. Là, il a commencé à m'expliquer un cours de communication avec les oiseaux. Voilà. Bon, là, j'ai un peu poussé. Mais ça, c'était super intéressant d'avoir, on peut désactiver ou non les connaissances web, mais ces instructions-là, vu que sur Internet, il a cherché ce que c'était une fiche assistant RH. Ok. Je lui ai dit de se comporter de ce qu'il trouve d'une fiche assistant RH et de rester dans son périmètre légal. Il l'a fait et la phrase, elle est à court. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'il a des connaissances. Donc, là, tu t'expliques plusieurs choses. Donc, on a compris les instructions. La partie connaissance, tu as la possibilité, donc tu dis d'avoir de la doc interne, mais aussi d'ouvrir sur le web. Donc, un peu comme le fait Copilot Bing, globalement. Ou Copilot for Web, comme ça qu'on l'appelle. Donc là, on peut faire ce switch de l'ouverture. Et par contre, tu sais sur quel modèle ça tourne derrière ou pas? C'est le modèle qui est déployé dans le tenant. Donc de base. Le modèle de base, c'est si le tenant n'est pas à jour, c'est 3.5. Ouais. Sinon, ça sera 4, 4.0, etc. Sachant qu'on peut le remplacer. Voilà, on peut remplacer par ce qu'on veut. Et c'est aussi là, je mets le clin d'œil toujours. Arrêtez de me demander de comparer Copilot Studio à un OpenAI ou je ne sais quoi, puisque globalement, Copilot Studio peut être lui-même une solution. C'est marrant, c'est exactement la remarque dans une discussion avec un client ce matin qu'on a eu. C'est de lui dire, le client disait, bah oui, mais on a testé Copilot Microsoft 365 avec Claude ou avec ChatGPT. Et oui, mais de base déjà, Microsoft n'est pas fournisseur de LLM, on pourra les changer. Et puis si tu compares Copilot M365 avec ChatGPT, vérifie que tu as les mêmes versions. Oui, tout à fait. Parce que tu as peut-être la version encore 3.5 qui est déployée, je sais pas, quand tu as testé sur le 4, et forcément tu verras des différences. Et même si moi, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée sur le sujet, mais je le reglisse là et dites-le partout, c'est important quand vous souhaitez comparer ce que vous appelez de l'IA ou des chatbots, réfléchissez à votre cas d'usage. Qu'est-ce que j'ai besoin dans la compréhension de la question? Qu'est-ce que j'ai besoin dans la recherche? Qu'est-ce que j'ai besoin à partir du document? Et qu'est-ce que j'ai besoin de générer? Et un exemple très simple, on me demande souvent des chatbots sur du légal ou sur de choses, ou sur des documents officiels. Je dis, mais à ce moment-là, vous avez juste besoin de la compréhension. La recherche, vous en avez pas besoin parce qu'il faut pointer sur le document et ne laisser aucune liberté sur le document qui est pointé. Et il n'y a pas de GenAI puisqu'on doit donner une réponse copiée. Donc, et souvent, on me dit, pour le RH ou le légal, compare-moi telle solution. Donc voilà, c'est le petit parenthèse coup de gueule, mais ça fait 6 mois qu'on me pose cette question-là. Et voilà, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Et je vais aller sur la fin, parce que je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'avant-dernière news, qui était, quand je vous ai montré la partie création, il y avait 2 briques. Une à gauche, qui était les nouveautés de la création, et la petite à droite, c'est l'intégration Copilot 365, dont j'ai souvent parlé, qui au début était très drôle, parce que quand je voulais faire cette intégration nous-mêmes, je ne rigole pas, et désolé de Microsoft, mais il fallait envoyer le mode d'emploi pour activer, c'était envoyer un mail à une adresse particulière de Microsoft avec des tags dans le sujet et le mail qui déclenchaient un Power Automate qui activait les écrans pour que ça marche. Waouh, les gars! Et innovation. Voilà. Et là, aujourd'hui, ils n'ont rien dit. J'ai un petit bouton qui est apparu.
Je pense que oui. Non, mais c'est surtout qu'en plus, avant, ça se passait même au niveau admin, etc. Il fallait que j'embête notre CTO à chaque manœuvre. Le CTO était assis à côté de moi pour qu'on puisse faire ensemble. Donc voilà, je dérangeais quelqu'un. Donc ça, c'est pour le déployer. Le faire marcher, le configurer, etc. En fait, et quand on clique dessus, là, j'ai pas mis l'écran, il y en avait beaucoup. Mais c'est qu'on arrive sur la création. En fait, c'est d'une action Copilot. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un prompt qui va décrire dans quelles conditions on est. Donc par exemple, quelqu'un est en train de me parler de ses congés. Voilà, on pourrait prendre les notes de frais. L'un ou l'autre va dire, il me pose des questions sur les congés. Au lieu de laisser Copilot 365 répondre sur les congés, c'est mon petit module que j'ai fait là qui va se déclencher. Où j'ai la même, par exemple, je vous parlais des documents officiels d'entreprise, parce qu'on veut... Donc c'est ce qu'on décrivait, d'avoir le Copilot Microsoft 365 en Metabot qui déclenche derrière. C'est ça. Donc il faut une intégration entre les deux. Sauf qu'en plus derrière, ce qui est bien, c'est qu'il est sur des prompts et il utilise la technologie derrière qui est sur sémantique, mais qui est globalement la partie les prompts s'appellent entre eux. C'est-à-dire que un prompt appelle une action qui appelle une action. On n'est plus obligé de faire une liaison avec des flèches. Globalement, on peut autoriser ce qu'on appelle les generative actions et en fait les prompts s'appellent entre eux. C'est-à-dire que, et c'est comme ça, par exemple, un prompt de gestionnaire de voyage et de vacances, au lieu de faire un énorme bot, on lui fait un pour comprendre où on veut aller. On parle des agents. C'est des agents. Les agents s'appellent. Et donc, on va enfin parler de pourquoi il a de la voix. C'est la dernière image et ça revient à ce que tu me disais aussi, que par exemple, si je fais mon ChatGPT via Copilot Studio, où est-ce que je le déploie ? Donc là, j'ai remis un petit extrait de partout on peut le déployer. Je l'avais dit dans beaucoup de vidéos, mais ça se déploie dans de la téléphonie, dans du Teams, dans des sites web. Moi-même qui ne suis pas développeur, ça m'a pris un quart d'heure pour avoir une page HTML avec mon Copilot Studio dedans, donc pour dire à quel point c'est abordable. Il y a une grande société de transport qui a décidé de remplacer dans son application mobile via Copilot Studio, c'est-à-dire pour l'utilisateur lambda. Donc ça veut dire que vous pouvez être sur une application mobile et c'est Copilot Studio qui vous répond, parce qu'ils ont trouvé que c'était plus pratique. Il y avait la voix, avec Direct Line Speech, qui est le module Azure de voix, mais qui lui, en fait, c'était un peu de la triche. Il se mettait en intermédiaire. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est qu'il prenait la voix, il transformait en texte, ça faisait tout le process, le texte revenait, ça refaisait de la voix en sortie. Et là, grosse news, qui pour l'instant n'est pas dans la partie complète de Copilot Studio public, mais qui est dans la partie Dynamics 365. C'est-à-dire, on l'a fait. On les Dynamics dans le cloud. Et c'est pour la partie, donc là j'ai obligé de lire pour pas faire de faute, donc c'est une intégration Dynamics 365 pour l'omnicanal pour Commerce Services. Okay. Ça c'est pour les experts. Globalement, on va hyper vulgariser, c'est quand tu appelles le support ou le service client. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il fait par exemple la boîte vocale. Sauf qu'il fait une boîte vocale. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on a des verticalisations maintenant qui vont se faire métier, un peu type support, call center, callbot, etc. Qui va te permettre de répondre quand tu appelleras. Sauf qu'il est complètement intégré à Microsoft, il est complètement intégré à Dynamics CRM. Il n'y a pas toutes ces problématiques de sécu, de ça passe par le web ou je ne sais quoi. Plus toute la partie LLM, toute la partie IA, toute la partie capacité à s'adapter à ce que dit la personne. Là où le bot vocal, qui en a tous parlé, moi-même. Hein, oui, c'est la prise en compte du contexte. J'ai même été de l'autre côté à faire le bot vocal chez un grand vendeur pour payer mes études. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette capacité à comprendre et à répondre. C'est-à-dire que la personne, souvent, les gens, ils appellent. Moi, j'avais des gens, quand j'ai fait de l'outline... C'est prise en compte du contexte, du client, maintenant qui va être proposé dans Dynamics. Quand ils disent quelque chose, on ne s'en sort pas avec la boîte vocale, parfois. Donc, c'est super intéressant pour le futur. Et voilà. Et on va fermer le sujet, du coup. Et alors, non, très intéressant par rapport à ce qu'on dit. Hein. On disait en janvier, Copilot Studio, c'est une coquille vide. Là, on est en train de dire, ça devient quand même assez puissant, intégré partout. Ça fait à peu près la même chose que beaucoup de custom, etc. Donc, gros potentiel en devenir, au point peut-être d'avoir des clients qui le mettent en customer facing, en chatbot idéal. Hein. C'est-à-dire que les entreprises éditeurs de chatbot qu'on avait à l'époque, forcément vont vivre des moments difficiles, mais en tout cas c'est toujours plus de facilité d'intégration. Ce qu'on attend de lui vraiment partout avec les clients, moi qui me disent ce qu'ils attendent, c'est la capacité à pouvoir brancher n'importe quel modèle d'IA facilement, parce qu'aujourd'hui il y a une attente sur lequel je choisis, à quel moment le meilleur, etc. C'est ça. Il faut localiser cette partie-là, sinon c'est encore difficile à utiliser. On va fermer cette parenthèse. Merci Romain, c'était hyper intéressant et on voit une stratégie Microsoft qui se renforce sur le low-code, lui donne beaucoup de valeur, je trouve. Il y a quelque chose de sympa qui est en train de se jouer là-dessus. On va passer avec toi, Nicolas. Tu vas nous parler de Fabric, bien évidemment.
tu vas nous parler. Alors, la FabCon. Donc, ce qu'on disait, c'est avant la FabCon, des GA qui vont soulager les clients. C'est quoi la FabCon? Alors, c'est quoi la FabCon? Tu peux le rappeler? La Fabric Conférence. Donc, il y en avait une au mois d'avril, je crois, à Las Vegas. La première. Mars peut-être, je tout crois. à fait. Avec des annonces. Voilà. Du coup, Microsoft fait des annonces lors des FabCon maintenant sur des produits comme Fabric. Même plus d'annonces presque à la bulle derrière, etc. C'est fou. Enfin, Fabric, il n'y a pas longtemps, ça n'existait pas. Et tout d'un coup, le produit il a été annoncé. 2 mois après, on l'avait dans les mains. Et puis maintenant, il y a des confs, des conventions dédiées. On l'avait dit. Il relance comme il le faisait sur SQL à l'époque, une communauté, de l'événementiel. C'est pour amener aussi certaines communautés avec des événements réguliers, etc. Donc, conférence à Las Vegas, donc au mois de mars, annuelle. Donc, on sait qu'il y en aura une en mars 2025. Et puis, pour les Européens qui n'ont pas pu se déplacer, parce que c'est quand même un peu loin Las Vegas, surtout pour quelques jours avec le décalage horaire, faut être un peu. Puis il faut que ton entreprise te laisse y aller. Aussi. J'ai eu des employeurs où quand tu dis conférence Las Vegas, la porte elle se ferme instantanément. Voilà. Donc là, l'idée c'est de faire un événement plutôt européen, et donc la FabCon se déplace donc pour le mois de septembre. Donc c'est du 24 au 27 à Stockholm. Et quelque chose me dit que tu seras pas loin. Je ne serai pas loin. Voilà. On n'utilise rien. Je serai dans le quartier. Exactement. Je sais pas pourquoi à ce moment-là. Je passerai par là. Voilà. Donc, petit stop à Stockholm. Ce qu'on imagine, c'est qu'à la FabCon, comme la première, il va y avoir beaucoup d'annonces. Je pense qu'il va y avoir des annonces. Il se garde d'ailleurs cet été, c'est ce que tu me disais, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce qu'on sent qu'il le garde pour la rentrée. Voilà, c'est sûr. Et puis avec l'IA, je pense qu'il y a des petites choses qui se préparent, voire même, sans trahir un secret, au niveau des expériences dans Fabric. Aujourd'hui, on a quelques expériences, data engineering, data science, la partie anciennement Power BI. On devrait en avoir d'autres, puisque l'objectif de Microsoft, c'est de transformer Fabric non pas en une plateforme analytique, mais une plateforme de données. Qui dit données, dit de bout en bout. Donc, il pourrait y avoir du stockage de données, un peu de transactionnel avec du SQL. Voilà, on a vu des choses passer qui auraient peut-être pas dû passer, des choses comme ça. On sait très bien que les expériences, c'est que le début. De toute façon, Fabric, ce n'est que le début. Tu sais, nous, on en parlait un petit peu dans une autre. Nous, il y a des choses. Spoiler alert, 2025 sera l'année AI Builder, côté low-code, vu que c'est l'année AI. Et les choses qui sont en train d'être release pas qui te concernent, c'est qu'ils utilisent la partie AI Builder sur des données non structurées et structurées avec du prompt, le tout branché sur du Fabric. C'est ça. Ça a été... Et donc ça, alors, côté low-code, et ça se fait depuis Copilot Studio, en plus. Donc, tu vois, ça vient... Microsoft dit Fabric est le socle de données de vos expérimentations IA. Voilà. Donc, on a des archives maintenant où tu vois Azure AI Studio qui se branche sur Fabric où se situe la donnée. On a le côté base vectorielle, etc., RAG, qui arrive dans Fabric sur le SQL et tout. Pas mal d'articles en ce moment sur les blogs tech là, de Microsoft qui sortent. Voilà, on sent que Fabric se durcit sur la partie AI petit à petit. Sans pour autant, pour l'instant, concurrencer la partie Azure AI Studio, mais lui donner un rôle vraiment complémentaire. Non, puis on reste quand même sur la stack data, on va dire. Ça reste sur la partie data platform. Voilà, une data platform. Donc, on dit plus une plateforme analytique unifiée, on va dire, mais plutôt sur un data hub, une data platform qui va recenser toutes vos données, qu'elles soient analytiques ou non. Et du coup, donc tes petites JA qui sont passées sur l'été. Alors, il y en a beaucoup, pas mal d'annonces, mais je dirais que j'en ai pris 2 qui me semblent être plutôt intéressantes. Il y a les private endpoints. Les points de terminaison. Les points de terminaison. J'aurais pas traduit comme ça, mais. Les points de privés. C'est tout simplement la capacité pour un administrateur d'un espace de travail, dans Fabric, de dire, je vais sécuriser ma liaison entre mon espace de travail et puis des ressources dans Azure. Ça peut être du Azure SQL, ça peut être du Databricks. Bref, il y a à peu près 26, j'ai noté 26, je crois, 26 sources de données qui peuvent être accessibles à l'aide des points de terminaison privés. Donc il y a Azure Databricks, Purview, SQL Database, ADLS2, Gen 2, les Azure Functions, les Event Hubs, bref, tout un ensemble de services qui peuvent être accessibles directement. Alors pour rappel, c'est une fonctionnalité de sécurisation. C'est-à-dire que tu es sur un outil SaaS, potentiellement, quand tu fais un réseau virtuel, que tu viens complètement mettre en infrastructure pour éviter que, en gros, le trafic passe par Internet, tu donnes des IP uniques à chaque service pour ne pas passer par le web. Voilà. Et du coup,
quand Fabric est sorti, comme Power BI, à un moment, on pouvait avoir des problèmes parce que tu avais monté tout ton cloud Azure virtualisé, fermé avec ton firewall qui filtre à l'entrée. Mais à un moment, tu étais obligé de le brancher sur un outil SaaS qui était sur le web et ouvert. Donc, tu avais un problème. À partir du moment où tu as ce point de terminaison privée, tu arrives à rassembler l'ensemble globalement sur un écosystème privé. On voit que c'est en train de le faire partout parce qu'on en parlait il y a quelques émissions, ils le font côté low-code. Là, ils l'ont sorti pour la partie robot, qui est la partie robot. Ce qui fait sens. Qui est dans Azure, et parce que les robots, ce qui les bloquait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et on le voit qu'ils sont en train de le faire partout, de mettre ces private endpoints sur tout. Comme tu disais, la donnée qui doit à un moment circuler sur Internet, ça dérange. Parce que là, donc, tu peux l'avoir à différents niveaux de ton service, c'est ça? Alors, c'est sur Fabric au global ou c'est sur l'espace de travail. Donc tu peux l'administrateur espace de travail va faire une point de terminaison privée entre effectivement tes ressources Azure sécurisées avec ton VNet et ton espace de travail. Donc ce qui fait qu'après tu vas pouvoir créer des pipelines, par exemple, de gestion de données, des pipelines Data Factory, qui vont aller chercher les données dans un SQL, un Azure SQL de côté Azure, et donc directement, alors que normalement il n'aurait pas pu puisque par défaut, ton VNet interdit les accès de l'extérieur à tes ressources Azure. Et j'imagine que tu as plein de clients qui ont freiné leurs expérimentations à Fabric parce qu'il n'y avait pas du tout ça. Complètement. C'est-à-dire qu'un client qui est dans la sécurité, avec un haut niveau de sécurité, de confidentialité de ses données sur Azure, évidemment, il n'a pas laissé ses ressources Azure accessibles via Internet, directement. Voilà. Donc, ils ont évidemment sécurisé cette partie-là donc avec des VNet. Et effectivement, il y avait... Alors, c'était en preview. Hein. Alors, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'était annoncé. C'était en preview. Par contre, en réalité, on le sait. C'est ça, c'est qu'une preview. Une preview, qu'est-ce qu'on te dit? Une preview sur la sécurité, moi... Une preview, c'est que ça peut disparaître. Ou ça peut marcher aussi. Enfin, il y a des previews qui tombent à l'eau. Alors, les principales comme ça, elles tombent pas à l'eau. Mais par contre, Microsoft n'assure pas les SLA ni le prix tant que, en gros, c'est pas en GA. Donc en disponibilité générale. Beaucoup de clients qui attendent la GA, de toute façon. Et qui te disent presque, ah non, mais la sécu, il n'y en a pas parce que c'est en preview. Il y a un peu de ça, c'est un peu. Est-ce que la sécu finalement fait partie intégrante de la chose, sachant qu'on est en preview et que finalement c'est plus la fonctionnalité qui est intéressante plutôt que l'aspect sécurité. Là, on a l'assurance de Microsoft, c'est robuste, voilà. La sécurité. Bout en bout, on a notre plateforme qui est industrielle maintenant parce que la sécu, dont les fameux private endpoints, sont supportés en GA. Voilà. Okay. Alors les petites choses par contre. C'est déjà que au début il y avait une histoire de capacité Fabric, c'est-à-dire qu'au début il y a toute une histoire de est-ce que toutes les capacités Fabric pourront le faire, il y a une histoire. Alors j'ai été rechercher, effectivement il y a d'anciennes publications Microsoft qui disent à partir de la F64 et une supérieure. Pour faire le parallèle quand même sur ça, c'est que pendant longtemps la F64 en équivalence de prix de licence c'était la premium de Power BI. Donc c'est la P1, F64 égale P1. Voilà. C'est pas tout à fait il y a comme du Fabric en plus, exactement. Plein de choses en plus. Mais en niveau de licence, c'était le premium. Et en fait, pendant longtemps, Microsoft, dans sa stratégie, mettait les features premium, du coup, type un Copilot, etc., sur la P1, comme sur la F64. Ce qui est logique. Donc là, à un moment, ils avaient jugé que la sécu, c'était une feature premium. Voilà, a priori. Voilà. Bon, ils se sont ravisés. Je pense qu'ils ont senti avec la preview qu'il y avait une attente, mais qui était bien supérieure, et pas que sur les F64, en tout cas sur les clients qui seraient prêts à faire la F64. Donc, du coup, là, c'est sur toutes les capacités. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport à leur discours de Secure by Design. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, on n'était pas parti là-dessus. Secure First, et derrière, ils te disent, oui, mais c'est du premium. Février 2024, sur la petite annonce sur F64 ou plus. Là, maintenant, effectivement, ça y est, c'est pour toutes les capacités. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis après, alors, bon, il y a des petites choses aussi sur lesquelles il faut faire attention, notamment la compatibilité avec la région. Je me suis noté ça aussi parce qu'il y a des régions pour lesquelles ça ne fonctionne pas, ou pas encore. Alors France centrale, je crois que c'est bon, mais par exemple France South, l'autre région, bon, a priori c'est pas encore pris en charge, donc attention, bien vérifier la région côté Fabric. Parce que ta capacité Fabric, on rappelle, c'est SaaS, mais c'est une ressource Azure. C'est du Azure. Mais pas pris en charge pour le moment parce que c'est en cours de déploiement ou c'est. Non, souvent sur Azure, tu as eu ça, c'est qu'en fonction du data center, tu n'as pas toujours les dernières ressources et tout, qui sont disponibles. Alors, pas pour quelle raison, etc. Mais en tout cas, pendant longtemps, tu avais les services IA, notamment, étaient aux États-Unis en premier avant d'être sur la France. Il y a aussi une question de peut-être volume aussi, de loi, des fois, même de réglementation, etc. Et du coup, c'est plus facile de déployer aux États-Unis.
Exactement. Il y a des choses Ça aussi. pour rien qu'il y a un data center. Ou alors disponibilité de capacité, à un moment, des fois aussi de puissance sur le data center local. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Phase pilote et puis petit à petit. De le faire. Typiquement, en ce moment, on l'a dit, en Suède, les principaux modèles d'IA sont dispo parce que tu as plus de compute disponible par rapport au reste de l'Europe sur les tokens. Donc bon, il y a une raison donc à surveiller en fonction de où tu veux déployer. Voilà, et donc ça m'amène à la deuxième petite limitation, c'est la migration des espaces de travail. On sait que notre capacité est régionalisée, puisqu'elle est dans Azure, donc elle fait partie d'une région. Si on a plusieurs capacités, attention à la migration d'espace de travail d'une capacité à l'autre, puisque du coup on serait dans des régions différentes. Ouais. Et donc il est possible que effectivement. Ou alors attendre que ce soit disponible dans ta région pour que ce soit appliqué nativement. Voilà. De façon générale, ce que je recommande, c'est mettez ça. Faites déjà votre espace de travail, espace de travail dans la région définitive, on va dire, vraiment que ce soit et après on devrait être appliqué partout, dans tous les cas. On l'espère. Donc ça, c'était sur la partie private endpoints. Autre petite chose aussi nouveauté encore, j'y ai. C'est le problème quand t'as que des bavards autour de la table. Désolé. On part pour faire un talk show de 3 heures. Arrête de tourner les bras. L'intégration de Git quand même. Non mais l'intégration de Git quand même parce que c'était aussi de la preview. Et on avait DevOps auparavant, pour l'avoir un peu expérimenté. J'ai expérimenté DevOps, et là, on a expérimenté justement chez un client Git. Ça a l'intérêt de ne pas avoir à déployer tout le DevOps R. Je parle d'Azure DevOps. Donc, de ne pas avoir un Azure DevOps avec donc, le tenant, créer le projet, la partie PBI, etc. Enfin bref, toute la partie backlogs, etc., instancier, etc., pour justement juste utiliser la partie repository. Donc là, avec le Git, on n'a que le repository. Et ça a effectivement été super bien utilisé chez un client là dernièrement, cet été, où effectivement on a pu du coup mettre tous les objets sur le Git. Et du coup, sauf quelques-uns, certains ne sont pas encore gérés, mais en tout cas Dataflow Gen 2. Voilà, Dataflow Gen 2, de toute façon pour l'instant celui-là il est encore pas trop dans ce genre de fonctionnalités. Par contre tous les autres, les rapports Power BI, les Warehouse et les Chaos sont supportés. Donc on stocke tout ça avec du versionning bien entendu sur un Git. Et puis, on lit le Git avec les branches, etc., qu'il faut, directement, encore une fois, dans l'espace de travail. Et on a le petit source control, un petit voyant qui se met sur le côté. Et dès qu'on modifie un de ces éléments dans le Git, on a le petit source control qui dit un élément, 2 éléments, etc. On clique dessus. On a la liste des éléments à mettre à jour. On clique sur la mise à jour. Et hop, ça met à jour directement dans la partie, on va dire, fabrique. Ça fait plaisir. Et bien, en fait, on en arrive à faire du vrai développement avec de la data, ce qui pour nous en data aujourd'hui le versionning c'était intéressant, tu sais ça dans un dossier, c'est que là en quelques mois on partait d'un fabrique qui était plus proche d'un Power BI, c'est-à-dire le côté low code, Power BI plus pas très oui, mais sur le côté c'est ça, c'est low code, mais c'est pas non plus très industriel, pas du tout. Et là Power BI compris, bien fabrique sûr. Maintenant on rattrapait avec la sécu, avec du coup la partie Git, le fait de pouvoir donner vraiment de quoi faire de l'industriel en data. Industriel, avec, et puis avec même du collaboratif finalement. On peut imaginer aujourd'hui une équipe de dev qui va bosser sur un seul rapport. Et chacun va bosser sur le rapport. On a vu les PBI R parfois, PBI... et puis c'est de la sécurisation de tes développements. Donc derrière on est dans du CI/CD, on est vraiment dans quelque chose qui s'industrialise beaucoup, avec vraiment une notion de dev derrière. Donc moi encore une fois, j'attends le petit bouton commit dans Power BI Desktop, mais... C'est là où le rachat de GitHub par Microsoft est juste un coup magistral aussi. Tout est quand tu reviens quelques années en arrière, tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils l'ont mis partout derrière. Voilà, c'est ça. Après, donc vraiment, il y a une vraie logique derrière, et je pense qu'ils vont dans le bon sens, en justement... En plus, ça va permettre l'adoption à des personnes qui sont pas non plus très Power BI Desktop, ils ont un truc de développeur, on va dire. Là, on commence un petit peu à aller, effectivement, dans des capacités qu'on avait avant de fonctionnalités réservées plutôt à des développeurs sur, par exemple, Visual Studio. Et on va terminer sur ça, Nicolas, pour tenir la montre, on va dire. En tout cas, alors c'est pas rien quand même, c'était important de le dire. Des fois, le passage GA, alors on peut se dire, mais ça a déjà été annoncé. Non, pour beaucoup de clients, ça ne passera en prod que quand ces fonctionnalités sont en disponibilité générale. Et des fois, surtout quand ça tarde à venir, ça pose des questions. Est-ce que Microsoft est vraiment prêt à le déployer ? Est-ce que le pricing va pas changer du vous voyez, le fameux datamark avait été en preview, annoncé sur Power BI et qui se perd maintenant dans son rôle de produit certainement, et qui laisse penser est-ce qu'un jour ils vont pas juste le supprimer. Donc il a été remplacé par le Warehouse. Exactement. Mais donc c'est ce genre d'annonce où tu peux te dire tant que c'est pas en GA, tu ne sais pas si ça perdurera. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité, l'industrialisation, et certainement, du coup, donc on aura certainement en octobre, du coup, je pense, un super épisode de débrief de la FabCon,
On fera peut-être une spéciale là-dessus, on verra. Mais beaucoup d'annonces à suivre pour fin septembre avec Stockholm. Du coup, Stockholm, voilà, à partir du 24 jusqu'au 27. Et nos envoyés spéciaux. Les envoyés spéciaux qui vont être au taquet pour vous dénicher toutes les fonctionnalités et même peut-être plus, peut-être avoir des petites choses qui sont croustillantes. Voilà, un peu background, un peu, voilà. On l'espère. Bon, c'est cool. Merci Nicolas sur ce sujet Fabric, Fabcon. Kevin, Copilot, pareil. Bon, dans les devoirs d'été, on a les GA, on a les Book of News parce que là, tu m'as envoyé un article qui disait toutes les nouveautés de l'été. Non, moi je vais faire un speedrun là-dessus. Il y en a certaines que j'ai écartées parce que. Donc on revient monde Microsoft 365 plutôt, le Copilot. C'est ça. Alors, je décomposé en 3, parce qu'il y a des nouveautés sur les features, des nouveautés qui sont plus orientées gouvernance, et des nouveautés plus autour de l'adoption de Copilot pour M365. Donc en features, on avait quelques-unes, j'en ai retenu 3 qui sont cool. Déjà, dans le Copilot dans Outlook, en fait, on a accès à un chat avec la nouvelle version d'Outlook en haut à droite, et ce qui était jusqu'à présent un peu limité, c'est que tu pouvais poser quelques petites questions sur tes mails, mais pas grand-chose. C'était très limité en chat, au mail, déjà dans le mail. Et donc là, maintenant, il est un peu plus contextuel. Donc quand tu as un mail qui est ouvert et que tu t'adresses au chat directement, tu peux lui demander de répondre au mail directement. Donc il te fait un draft de brouillon en prenant en compte le contexte du mail qui est ouvert. Donc ça, c'est cool. Tu n'es pas obligé d'aller dans le mail, ensuite faire répondre, brouillon, et lui demander dans un prompt de répondre ensuite. Donc ça t'économise 4-5 clics à peu près. Et c'est multiplié par le nombre de clients qui t'envoient des mails, ça peut être pas mal. C'est ça. Donc c'est une feature qui est en déploiement depuis juillet. Donc moi, celle-ci, j'y ai accès. Il y en a une autre auquelle j'ai pas encore accès, apparemment, parce que ça ne marche pas. Tu peux demander enfin à Copilot de déplacer des emails. Pas dans les petits papiers. Pas encore. tu peux demander à Copilot de déplacer des mails venant d'une personne, donc par exemple de KV, dans un autre répertoire. Et tu restes au niveau de la personne. Tu peux pas dire par rapport à un contexte. Alors j'ai essayé les deux. D'accord. Eux, ils disent que c'est par personne. Moi, j'avais testé, tu sais, avec la personne et ensuite un sujet. Tu sais, par exemple, c'est un client. Genre, mets-moi dans tel dossier tous les mails qui ont référence de Kevin Limard, par exemple, ou qui font référence à ça serait dingue, ça. Ouais, ça marche pas encore. Après, j'achète. C'est en déploiement depuis juillet, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes demandaient, surtout quand tu as beaucoup de mails, en fait. Il faut surtout que ça soit facile à faire, parce que ça, globalement, c'est un use case qu'on traite depuis des années avec de l'iBuilder, analyse de classification, de contexte et de sentiments, pour traiter des mails, mais derrière, c'est une équipe de dev avec un use case et un projet. Et qui était plutôt du pré-classement, c'est-à-dire le mail rentre où tu le mets, alors que le problème qu'on a tous, c'est le classement au-delà de ces 40 000 mails non rangés. La boîte de réception que donc tu celle-là, je l'attends. Donc si elle sort, je ferai un post là-dessus. Et d'ailleurs, attends, un petit complément, un truc tout bête que j'ai découvert sur Outlook en fonctionnalité. Maintenant, quand tu as un mail et tu cliques sur un lien, envoie sur Edge, sur le navigateur, il te garde à droite le contexte du mail. Oui. Et ça marche avec Teams aussi. Et ça marche super bien. Et en vrai, c'est vrai que d'avoir les deux. Alors pourquoi déjà j'ai cliqué sur ce lien, des fois t'as oublié, et d'avoir les deux, mais ça marche vachement bien. Ce qui est cool, c'est qu'il est attaché à ton onglet uniquement, donc si tu passes à un autre onglet, tu perds. T'as pas assez de fenêtres en cliquant. Donc ça, c'était la première feature. C'est la première feature cool, parce qu'on utilise quand même pas mal de mails encore. Sur la partie résumé dans Word. En fait, aujourd'hui, dans Word, tu peux demander à Copilot de résumer un document. Sauf qu'il y a une limite qui n'est pas très connue, c'est que le document ne peut pas dépasser 20 000 mots. 20 000 mots, c'est déjà pas mal parce qu'avec une police 12, ça représente à peu près 40 pages de document. C'est cool. Là, ils ont fait x4. Et avec une police 13. J'avoue que j'ai pas fait 10 non plus. Calcul. Et du coup, là, ils ont fait x4. Donc, le résumé marche maintenant avec 80 000 mots. Donc, c'est pas mal. Alors, ils ont mis entre parenthèses que c'est pas disponible pour toutes les langues. Moi, j'ai testé sur le français, ça marche. L'anglais, oui, ça marche, obviously. Je pense que des langues un peu plus orientales, on va dire. On le rappelle quand même, mais les résumés doivent être consommés avec modération quand même. Ouais. Ne pas trop en abuser. C'est ça. Et donc, 80 000 mots. Et ensuite, il y a une nouvelle feature dans Forms. En fait, dans Forms, on pouvait demander à Copilot de générer une enquête, mais on pouvait pas faire de questionnaire. Et aujourd'hui, on peut faire des questionnaires avec Copilot. Donc ça, pour ceux qui font, par exemple, du processus Calliope où il faut faire des quiz pour valider les acquis, et ben là, tu peux le faire vachement rapidement. Mais il y a une vidéo que Chloé a faite et qui sort normalement mi-septembre. Et le producteur, Antoine, me fait un signe de la tête. En termes de gouvernance, du coup, on va dire les deux principaux problèmes dans Copilot et dans tout IA génératif, c'est par rapport à la qualité de ta donnée. Et dans Copilot M365, vu que tu reposes sur le graphe Microsoft 365 et du coup toutes les données auxquelles tu as accès, et ben tu as un problème de qualité et pertinence de la donnée. Ça se trouve, tu as accès à des documents qui sont plus du tout d'actualité dans ton entreprise. Tout à fait. Mais Copilot peut considérer que c'est un document qui est important, même si c'est de ses sources, mais ça te fait perdre du temps.
Et c'est pas parce que tu as accès à des données que tu es censé avoir accès. Typiquement, des partages qui peuvent être faits un peu de manière, sauvage. Sous-marin, sauvage, ou partagé à tout le monde, c'est des erreurs de manipulation humaine, et tu peux te retrouver, toi, à avoir accès au salaire du top management, alors que tu n'es pas censé y avoir accès, quoi. Et donc là, alors c'est par le biais de SharePoint Premium. Donc il y a une version premium de SharePoint l'éternel. Il y a 2 features qui sont intéressantes. Tu as des audits intelligents, donc basés avec de l'IA qui va analyser un peu via le langage naturel tous les sites SharePoint de ton site. Donc tu peux le faire une fois toutes les 24 heures. Et derrière, il te sort tous les sites SharePoint où il n'y a pas eu, par exemple, de mise à jour depuis N jours, sur une période de N mois, par exemple. Et il va te donner des préconisations en disant, par rapport à ce site SharePoint qui s'appelle, marketing stratégique, il n'a pas bougé depuis 30 jours et qui est accessible, mine de rien, par pas mal de personnes, il y aurait quand même des actions de gouvernance à faire. Ouais. Et du coup, derrière, tu peux appliquer des accès restrictifs. Donc, et il te dit à qui c'est ouvert, c'est ça. Etc. Et la chose qui est intéressante, tu peux mettre des accès conditionnels par-dessus. Donc, dans SharePoint, tu as déjà des accès par propriétaire, membre, visiteur. Ouais. Mais tu peux mettre un accès restrictif par-dessus, où tu peux limiter l'accès au site à des groupes Azure AD, Entra ID maintenant. Et du coup, derrière, même si la personne avait accès au site SharePoint, elle n'y a plus accès parce que ça vient supplanter en fait les droits d'accès. C'est au-dessus. C'est ça. Donc ça remet en fait de la sécurité. Et du coup, les utilisateurs qui avaient accès jusqu'à présent, et du coup, quand ils vont aller dessus, ils vont avoir la page de SharePoint en disant je n'ai plus accès. Mais derrière, l'administrateur pour personnaliser le lien, pour dire par exemple savoir plus par rapport à la politique de confidentialité. Et l'administrateur derrière peut voir le nombre de personnes qui se sont tapées ce message-là, pour ensuite voir est-ce que c'était normal, pas normal, est-ce qu'il y a eu de l'oversharing. Donc ça donne un peu plus de contrôle et de finesse sur les comportements de partage dans ton entreprise. Il était temps que ça arrive, parce que c'est vrai que le problème qu'on avait depuis le début, dans plein d'entreprises, on refusait de donner les possibilités de partage ou de gestion de droits aux utilisateurs du SharePoint, parce que c'était tout ou rien. Alors je ne parle pas en termes de donner les droits, mais c'était soit tu avais accès à tout l'AD, soit tu avais accès à pas... Enfin, tu avais des commandes PowerShell pour faire 2-3 restrictions à droite à gauche. Je l'ai fait à quelque part, mais c'était pas facile d'accès. Et la logique que tu décris, en fait, Microsoft l'a testé pendant des années sur le low-code. C'est ce qui a nous beaucoup aidé le low-code à rassurer la capacité de partage. C'est qu'en fait, les gens à qui tu peux partager, ça ne peut pas dépasser le groupe qui a été défini au niveau de l'environnement où est l'application. Et ça a beaucoup rassuré au début du low-code en termes de gouvernance, parce qu'ils nous disaient « Ouais, mais je vais faire une application, il y a des données sensibles, on va la partager avec n'importe qui. » Pas plus qu'un site SharePoint, mais au moins, un citizen developer pouvait faire une app, et dans un environnement qu'il avait le droit, et dans son environnement, il n'avait pas le droit de partager à des gens hors environnement. Et donc, cette idée-là, qu'elle arrive dans SharePoint, alors mieux vaut tard que jamais, parce que ça fait presque 20 ans que c'est quand même le problème de SharePoint, mais c'est bien, c'est une super news. Et du coup, ça arrive dans Premium, et ces 2 features, elles sont en cours de déploiement, donc ça a commencé en août, donc ça devrait arriver pour bientôt. Et les dernières news, c'est sur la partie adoption plutôt. Donc il y a Viva Engage qui donne un gros coup justement de boost, de pouce pour l'adoption. Donc en soi, l'utilisation de Copilot, elle n'est pas compliquée parce que c'est une appropriation qui est naturelle, parce que tu chattes finalement avec un bot et tu as des clics qui sont très succincts et très explicatifs. Par contre, les utilisateurs, ce qui nous sortent à chaque fois chez les clients, c'est le fait d'y penser ou de savoir comment est-ce que tu vas t'en servir au-delà du simple compte-rendu de réunion. T'oublies vite que ça existe. C'est ça. Et donc là, Microsoft, pour ça, il repositionne Viva comme un outil d'adoption pour pousser et promouvoir les usages de Copilot. Déjà, dans Viva Engage, tu as une communauté toute faite qui est déployable, qui s'appelle la communauté Copilot. Soit tu en crées une from scratch et du coup elle est toute templétisée, soit tu peux déjà profiter d'une communauté Viva Engage que tu as déjà et appliquer le template par-dessus. Et ça te débloque des features ultra intéressantes comme des posts déjà préfaits que tu peux poster. Tu peux même charger des documents de la documentation Microsoft ou ta propre doc que tu as faite dans ce qu'ils appellent fabrique à wiki, mais tu charges dedans et il te génère lui-même les questions et les réponses associées. Okay. Donc ça, c'est cool pour l'adoption. Et derrière, il peut s'adosser en plus à Viva Amplify. Donc Viva Amplify, pour rappel, c'est un outil dans Viva qui te permet de mettre en place des campagnes de communication interne. Tu fais un message et tu peux le poster sur différents canaux. Et derrière, comme un outil de marketing, tu peux suivre le taux de clic ou le plus haut taux de lecture en fonction du canal de diffusion que tu utilises. Le canal qui a été le plus... C'est ça. Donc SharePoint, Mail, Teams ou Viva Engage. Et du coup, Viva Amplify, tu as derrière, pareil, un kit
Copilot qui est mise à disposition par Microsoft avec déjà une campagne préfaite avec 8 posts déjà préformatés que tu peux modifier à l'avance si tu veux, compléter si tu veux, et tu peux planifier la publication au fur et à mesure. Donc le plus dur dans une communauté, c'est qu'elle dure. Elle dure, que tu l'alimentes au fur et à mesure. Là, ils te mâchent, mine de rien, pas mal de travail. Ils te font du contenu, ils te lancent des idées de type de contenu, ils vont t'alimenter, etc. Et tu peux alimenter avec les tiens par la suite, mais déjà, de base, si t'as pas trop le temps au départ... Ils pourraient le faire pour tous leurs produits, en fait, presque. Si tu voulais avoir ta communauté fabrique interne, t'as ton template fabrique avec déjà le truc, tu planifies des news, des trucs. Je pense parce que Viva Amplify, c'est un produit qui a énormément de potentiel, mais qui est pas très promu par Microsoft. C'est vraiment dommage. Mais je pense que tu vois, cette logique de Copilot, tu peux le faire avec Fabric, etc. Et je pense que ça redonne un intérêt à des solutions comme Viva Engage ou même Viva tout court. C'est ça. On va dire ça comme ça. Et la dernière qui est top, c'est le Microsoft Copilot Dashboard. Donc le Copilot Dashboard, c'est un rapport dans Viva Insight qui te donne des métriques sur l'adoption de Copilot M365. Donc le nombre de licences qui ont été déployées, le nombre d'utilisateurs actifs, et tu peux même voir le nombre d'interactions par feature. Qu'est-ce qu'on utilise le plus, la synthèse, combien de fois a été utilisée la fonction de résumé, et tu peux même voir par département dans l'entreprise quels sont les départements, quelles sont les populations qui s'insèrent le plus, etc. Aujourd'hui, la limite, jusqu'à il y a quelques mois, la limite, c'était qu'il fallait que tu aies, en plus d'une licence Copilot pour M365, des licences Viva Insights. Donc, c'était soit la licence Viva Insight Premium, soit la Copilot, la Viva Suite. Donc, les clients râlaient, ils disaient, bon, là, au prix que ça me coûte, ça commence à faire beaucoup. Et bien, la bonne nouvelle, tu n'es plus obligé d'avoir une licence Viva Insight Premium. La condition, c'est si tu as au moins 100 licences Copilot, tu as le dashboard Copilot Dashboard qui est disponible, ou si tu n'as pas, tu sais, t'es pas une entreprise qui a plus de 100 licences, et ben il faut au moins 10 licences Viva Insight Premium qui soient affectées. Et là, tu as le Copilot Dashboard à l'intérieur. Ça se tient, sur licence, ça va, je pense, pour n'importe quelle grosse société, c'est rapidement accessible. Et tu vois, dans notre couche chez Expertin, on n'a pas 100 licences, mais on a quand même accès au Copilot Dashboard parce qu'on a quelques licences Viva Insight. Et oui, on fait partie de ces clients Viva Insight. C'est ça. Mais il faut au produit, il est vraiment bien. Oui, donc il manque un peu de maturité peut-être, et puis peut-être arriver à des fonctionnalités. Donc intéressant la combinaison, je trouve, avec Viva, de voir que tu as fait la partie gouvernance où SharePoint joue un rôle maintenant dans la gouvernance Copilot. On sait que la gouvernance des données fait partie des enjeux forts de la GenAI, de comment tu remontes l'information, la bonne information à la bonne personne, etc. Et l'intérêt sur l'adoption. On en parle souvent côté fabrique aussi, avec les dashboards de monitoring d'usage et tout. C'est hyper important pour suivre et savoir si à un moment tu as loupé quelque chose ou pas. Donc ça se renforce et ça devient presque natif. Ouais, donc c'est globalement. C'est cool. On va passer au dernier sujet. Du coup, moi je vais vous parler. Donc merci, Kevin. Du coup, pour la partie Copilot, et c'était synthétique, c'est vrai. J'ai très intéressant. Très intéressant. Mais comme toujours. On va passer au dernier sujet, donc les custom avatars. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, rien à voir avec les avatars Teams, dont tu nous as déjà beaucoup parlé, Kevin. Et je vais poser une question, c'est est-ce que les custom avatars sont l'interface utilisateur ultime? Alors, c'est une question que je me pose réellement. Alors, les custom avatars, c'est quoi? C'est des avatars photoréalistes. Alors, c'est depuis l'arrivée de la GenAI et de ces chatbots super intelligents qu'on a maintenant, il y a des startups qui ont vachement bien marché, où on voit des avatars, notamment sur TikTok, etc. Il y a une société qui s'appelle Synthesia de mémoire, qui a beaucoup marché avec ces avatars photoréalistes et qui peuvent t'aider à faire de la formation, du training et des choses comme ça, et te répondre en temps réel, mais tu as l'impression que tu as une vraie personne en face, qui est générée de toutes parts. C'est un avatar de synthèse. C'est quelque chose qui avait été annoncé en novembre dans Azure, en preview, et qui vient de passer en GA. Donc aujourd'hui, on a dans Azure la capacité, on a, je crois, une quinzaine de mémoires, ou peut-être un peu plus dernièrement, qui ont été proposées, et tu peux mettre l'image peut-être, Antoine, d'avatars virtuels, avec différents templates d'avatars. C'est vraiment des skins comme on a dans les jeux vidéo, sauf que ça ressemble à des vrais humains. Alors il y a des vidéos promotionnelles qui ont été montrées, les premières, comme celle-ci là qu'on voit à l'écran, étaient assez puissantes. C'est que cette femme est un avatar de synthèse. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est en novembre, une des premières images qui a été globalement présentée par Microsoft en disant demain, tu pourras déployer un bot comme ça, à qui tu pourras discuter et qui ressemblera à quelqu'un de réel. Alors c'est un peu tout ce qu'on voit sur le deepfake en ce moment, toutes ces technos maintenant qui arrivent à aller assez loin et à te laisser poser la question. Je crois qu'on avait traité un sujet sur un des modèles de Microsoft Recherche qui arrivait à animer des visages comme ça à partir d'une image. Alors on reste dans cette
type d'innovation. Et on peut avoir des personnes, alors de face ou avec les pieds compris. C'est dans le studio Azure. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le text-to-speech avatar. Donc ça veut dire qu'on peut discuter avec cet avatar. C'est pas juste, je t'ai fait un modèle 3D qui a l'air ressemblant et je te le présente. Ouais. C'est que je peux interagir. Ça fait partie, donc on est dans la partie Azure et AI Speech, donc les technologies de voix, traduction au texte. Donc on rappelle, text-to-speech, j'écris, c'est traduit vers du texte, le speech-to-text, je parle, c'est traduit en texte pour que ce soit compris. Donc on a ce studio, on a une intégration très intéressante, c'est ce qu'on voit avec l'écran avec GPT-4o maintenant, donc la dernière version du modèle d'OpenAI qui est extrêmement fluide, vous vous rappelez, la voix paraît très naturelle, etc. Et ce qu'on espère, c'est qu'on va vers une intégration de plus en plus fluide, c'est-à-dire que demain je pourrais vraiment parler avec l'avatar et alors on le voit dans le studio là, on est obligé de cliquer sur le petit micro pour s'enregistrer parce que c'est la version studio démo un peu sandbox, mais l'idée demain c'est que vous puissiez librement, sans activer un micro, discuter avec l'avatar. C'est conversationnel. C'est conversationnel. C'est déployable, bien évidemment, dans des portails. Donc, c'est en JA, ce qui est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs features autour de ça. Alors, il y a le Custom Voice, qui existe depuis longtemps. C'est que si vous voulez que ce soit votre voix qui parle, c'est possible. On fait un entraînement avec le service de Neural Voice d'Azure. Globalement, je crois que vous avez 300 verbatims à prononcer. On entraîne votre voix, on la recrée et elle va pouvoir être parlée par l'avatar. On imagine demain la voix de la SNCF, pour les citer, la fameuse voix de la SNCF, on pourrait très bien la réentraîner et la faire parler à une personnification finalement virtuelle dans Azure. L'avatar, tu es obligé de rester sur les modèles qui te sont proposés ou tu peux même... Alors non. Tu as un custom avatar qui est disponible, mais qui est en version très privée, c'est-à-dire que c'est sur demande de Microsoft, ils vérifient vraiment pour éviter les dérives, et là tu peux te filmer, il y a quelques démos de MVP ou de youtubeurs de Microsoft en ligne qu'on peut trouver, où ils se sont refaits, ils parlent, alors c'est pas encore parfait, moi je trouve, on sent un côté un peu rigide de l'avatar, par contre au niveau du visage c'est assez expressif, on retrouve la personne qui parle et tu te filmes et en effet t'envoies. Donc ça s'appelle le custom avatar. Donc celui-là il est sur demande. Il faut expliquer le use case, pourquoi on le fait. Microsoft valide. Vraiment pas ouvert au grand public pour toutes les raisons qu'on imagine d'un point de vue risque, éthique, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce qu'on avait chez certaines startups comme Synthesia est disponible dans Azure et va ouvrir pas mal de possibilités. Donc Microsoft sur le blog, donc ça date du 22 août, cite plusieurs cas clients. On a KPMG par exemple qui a fait donc beaucoup de use cases, les services clients ou l'e-commerce. C'est ce qu'on imagine pas mal. Donc on a KPMG qui a utilisé du coup les avatars et déployé pour du service client. On a Fujifilm qui l'aurait fait aussi pour son premier centre de dépistage de santé alimenté par l'IA. On a une une compagnie d'assurance espagnole. On a une banque qui permet à son chatbot de parler, d'interagir avec les clients en utilisant l'avatar dans leur kiosque. Enfin, voilà, on voit qu'on commence à mettre ces interfaces plutôt qu'avoir juste un mur conversationnel. On pourrait avoir l'avatar. L'autre cas d'usage qui est montré, c'est le côté e-commerce. Microsoft cite notamment le site, alors asiatique, je vais dire asiatique parce que je me rappelle plus si c'est en Chine ou pas, mais JD.com qui a un gros store globalement sur lequel il y a un Microsoft Store, c'est l'image qu'on voit, ou sur du flux live sur le site maintenant, on peut avoir l'avatar qui fait la promotion des produits. Ok. Ça donne des cas d'usage. Alors je crois que ça se fait, Romain tu me disais, ça se fait beaucoup en Asie, notamment un peu ces live chat pour acheter des produits où on peut imaginer sur TikTok. C'est typiquement là où on pourrait imaginer déployer un avatar. Donc on reste dans de la GenAI, on est sur de la synthèse de visage, globalement c'est très expressif, c'est déployable et accessible dans Azure, donc ça ouvre pas mal le champ des possibles. Et moi la question que je me pose du coup c'est, est-ce qu'à un moment, c'est vrai que quand on a vu les démos de GPT-4o, on parlait à un micro, c'est-à-dire qu'on avait un bouton micro ou les petits signaux sonores qu'on voit grésiller, et en fait on passe son temps à parler à une interface vide avec est-ce que c'est le bon moment pour parler, etc. On perd un peu, on essaye de recréer de la relation humaine avec la voix, mais on parle face à un écran vide. Ce qui me laisse penser que les interfaces ne sont plus adaptées aux nouveaux échanges et interactions qu'on essaye de créer. Donc est-ce que demain finalement on n'aura pas des assistants un peu partout en bas à droite de nos sites e-commerce plutôt que d'avoir le petit chatbot de la conversation? Est-ce qu'on recréera pas ce qu'on avait sur les PC Windows à l'époque où on avait des petits modèles 3D qui se déployaient, qui
dansait pour certains. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on n'aura pas... Oui, je me Et tu souviens. vois ce que je veux dire, tu Ouais, installé ouais. un CD et tu avais ton petit modèle qui dansait. Et du coup, est-ce qu'on n'aura pas ça à un moment, plutôt des petits assistants virtuels un peu partout, peut-être qui nous suivront? Est-ce que c'est pas une meilleure interaction? Vous en pensez quoi globalement? Ça vous inspire quoi? Ou c'est un effet buzz seulement et ça tombera à l'eau? Non, ça fait un peu heure. En fait, ça fait un peu heure. Mais heure, on la voit pas. Mais justement, en fait, moi, je pense que le côté, tu sais, uniquement à la voix. Heure, hein, HER, c'est le film avec Scarlett Johansson Johansson. pour la voix. Et Où, Joaquin il y a un Phoenix. assistant C'est ça. virtuel. Qui a été et- retiré ouais, d'ailleurs de Jeep. Il y a eu un petit sujet là-dessus. En fait, moi, ce que je vois, c'est que la voix, c'est l'interaction avec la voix, elle va rester. Tu sais, pour tout ce qui est mobilité, tu sais, quand tu es sur ton smartphone, en vrai, tu sais, si tu as des échanges en temps réel, et je sais qu'il y a des écouteurs, tu as la société Nothing, par exemple, qui est l'ancien fondateur de OnePlus, où tu as GPT qui est intégré en fait à l'oreillette. Donc, en fait, tu as une intégration fine, tu appuies et la conversation elle est en temps réel avec 4O. C'est ce qu'ils ont annoncé comme partenariat. Et je pense t'es que dans ça, une ça- oreillette, donc là, t'as pas besoin. C'est ça, c'est interactif, c'est comme si tu parlais au téléphone avec quelqu'un. Après, ça, tu vois, je le vois bien, par exemple, dans l'industrie automobile, par exemple, quand aujourd'hui tu vas sur un site auto ou site marchand, surtout site automobile, tu as toujours un chatbot en fait qui te prompte sur la droite pour dire est-ce que tu as des questions et tout. En fait, tu n'as jamais envie de t'en servir parce que tu sais que déjà ça fait un peu spam. Ça fait très commercial. Ça fait spam, très commercial, et même tu fais une interaction avec, tu sais que tu parles à un chatbot parce que ça détruit l'illusion, quoi. Ça répond pas du tout au truc. Donc je pense que tu vois, ça invitera un peu plus, tu sais, à l'interaction. Dans les gares routières, hein, enfin, moi, je vois très bien c'est ça, ça, le tu vois. renseignement, les renseignements service usagé pour avec des personnes Les âgées, centres commerciaux, etc. tu vois, je vois bien. Ouais. Les cartes interactives que tu as dans les centres commerciaux, par exemple, et ben, je vois bien, tu sais, un truc. C'est un pour peu une dans le personne genre. âgée, c'est peut-être plus facilement d'interagir avec Que un faux taper sur un modèle clavier. réel que taper sur un clavier. La vraie question, c'est plutôt à quel moment la voix est plus adaptée. Moi, l'exemple de la gare, je trouve que c'est le plus pertinent que tu as donné, parce que dans une gare, t'as pas accès à un clavier, t'as peut-être même pas envie de le toucher, le clavier de la gare. Et souvent la question, c'est je veux des infos, je veux aller à tel endroit, je veux des infos, où est mon train, sur quel quai il est. La problématique, c'est que c'est souvent des agents de la gare qui sont interrogés, parce que la problématique, et c'est ce que je disais pendant le sujet, c'est comprendre la question, formuler une réponse par rapport à la question. C'est ces deux données-là. Et là, en l'occurrence, la voix va aider. Mais tu sais, on parle de beaucoup d'idées. Il faudrait que je retrouve la source pour une prochaine émission. Il y a un labo, ou je sais pas quoi, un truc à la MIT, ou je sais pas quoi, qui fait une étude entre ce qu'on voit dans les films, les sujets dont on parle, et le vrai usage au quotidien. Le Minority Report dont on parlait, debout avec les écrans, grosse connerie. Ils ont dit, aucun être humain, à part un champion olympique, n'a la force dans les bras de travailler 8 heures par jour, comme ça. On est d'accord. La voix n'est utile que pour des fonctionnalités non urgentes secondaires, à partir du moment où tes deux mains sont prises ou que tu ne puisses pas regarder un écran. Sinon, on le voit nous au quotidien, on taper sur un clavier ou une souris sera toujours plus rapide. Par contre, dans les avions, les fonctionnalités secondaires, ça marche bien à la voix. Dans une voiture, parler à ton GPS, ça va. Donc, c'est vrai qu'on cherche tout le temps, c'est cool, je peux lui parler. Attention, il faut que ça serve. Et tu parlais de la gestion. Donc là, tu fais un focus sur la voix. Oui, là, il faut que la Mais voix. moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interface. Est-ce qu'avoir un visage virtuel est une interface attendue et nécessaire dans ces fameux chatbots qu'on est en train d'implémenter? Je pense que ça supplantera pas. En fait, ça sera une interface, ça sera un moyen d'interagir supplémentaire, après c'est mon point de vue. Supplémentaire, mais ça supplantera pas toutes les autres interfaces visuelles, tu vois. En tout cas, et notamment, je pense que c'est intéressant peut-être dans la transition qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que toi qui as connu le service client, d'avoir une vraie personne derrière qui répond, donc tu l'imagines cette personne parce que tu sais que c'est une vraie personne, demain peut-être que tu seras rassuré d'avoir un semblant humain, façon de parler, hein, sur un site, sur un support client qui te répond. Parce qu'à un moment, on va arriver à tellement de mimétisme humain que autant mettre une pseudo-personne pour avoir ce côté naturel, vu que c'est ce qu'on fait tous les jours. Moi, je vois ça comme ça. Je me dis, il y a une évidence, à un moment, dans le monde du support et de l'interaction du bot, qu'on puisse avoir des bots ressemblants, quoi. Ou même, tu sais, tout ce qui va être dans le monde de la publicité, ce genre de choses. Par exemple, tu as Bruce Willis, l'acteur, il avait vendu, lui, son droit de représentation par rapport à l'image, etc. Et du coup, n'importe quel film peut prendre son image et en faire un modèle d'IA, tu vois, complet. Il y a déjà une pub russe qui a fait ça sur... Bruce Willis s'est jamais pointé sur le tournage, ils ont utilisé Deepfake pour faire la pub avec lui. Donc, tu vois, mais ça, pour moi, cette interface-là, ça va pas remplacer toutes les autres interfaces qu'on a aujourd'hui. Pas de mon point de vue. Ça restera des use cases particuliers. C'est une autre option. Le chatbot, pourquoi pas. Après, la publicité, pourquoi pas aussi. Mais enfin, là, il y a surtout un aspect coût. Ça évite de payer un acteur. Faire ça comme ça. Il y a aussi ça, hein, je veux dire.
Et puis effectivement, tu parlais de Bruce Willis. Si demain, effectivement, d'autres acteurs, personnalités disent moi j'accorde mon image, effectivement, ça évitera de payer la personne des répétitions en plus parce qu'on sait bien qu'un tournage ça prend du temps. Pour une publicité, tu vois, moi je suis un peu plus ambitieux sur ce côté Avatar. Je trouve ça incroyable déjà que ça arrive aussi vite comme ça, sorti de nulle part, et finalement pareil dans l'heure de la GNI, c'est impressionnant. C'est jusqu'où ça va, parce que ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'avatar faire quelque chose. Par exemple, expliquer, on pense aux vidéos, par exemple, pour, je sais pas, changer quelque chose. Une bêtise, changer une ampoule, changer un truc. Ouais, t'expliquer des règles de sécurité demain en disant, par exemple, voilà, des cas d'usage. Le test de l'air dans l'avion, te dire. Exactement. De toute façon, ça existe déjà, ça, dans certains avions. Il y a pas de. C'est sur l'écran. Si tu reprends les hôpitaux, les gares, tous ces trucs où aujourd'hui on a des bornes, on est là à essayer de chercher, etc., un chemin ou une explication, etc. J'imagine beaucoup d'interactions possibles et rassurantes peut-être pour un certain public aussi, d'avoir quelqu'un qui t'explique et de il faudra aller plus loin que le simple visage. En fait, tu vas avoir un paradoxe. Tu as le paradoxe de la personne. Tu dois demander à quelqu'un peut-être qui est pas à l'aise avec la technologie d'aller interagir avec la technologie. Donc je sais pas. En fait, tu vois, il y a le côté vraiment science-fiction, mais on se dit la personne qui est pas à l'aise avec la technologie, qui n'arrive pas à lire l'écran d'affichage, qui n'arrive pas sur son téléphone à regarder les horaires, est-ce qu'elle va aller d'elle-même aller interagir avec une borne Avatar, ou elle va continuer à chercher un agent, tu vois, c'est là où... En fait, ramenons l'humain à ce qu'il est, et l'usager principal de la fonctionnalité, il faut remettre son persona dans le cas d'usage. Est-ce que vraiment il va y aller? En fait, moi, c'est le vrai que je fais exprès de contredire, parce que je sais que je suis assez d'accord avec ton vrai, mais c'est une vraie question à se poser. C'est bien pour ça que c'est en train d'arriver, sachez-le. C'est en JA pour ceux qui voudront faire de l'expérimentation et dans leur entreprise et chez leurs clients, bien évidemment. Donc ça soulève 1 milliard de questions. Peut-être que dans un an, on se dira ça a été un flop, ils l'ont ressorti, et etc. Moi, je trouve ça intéressant et je trouve que ça arrive vite et un peu discrètement. Et je pense qu'on en verra de plus en plus. Ça a déjà fait du Black Mirror, malheureusement. Ouais. Il y a des entreprises en Chine qui font qui remettent en vie les proches décédés avec ce genre de technologie. Ça a été interdit dans quasiment tous les pays de la planète, sauf en Chine, où ils s'en servent apparemment beaucoup. Mais tu vois, la frontière a déjà été franchie pour moi. On est déjà allé trop loin. Moi, j'aurais peut-être un use case, et en plus, c'est... Dans la période avec les Paralympiques, ça peut être intéressant. C'est l'inclusivité. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on pense beaucoup voix, mais la personne qui est sourde, comment elle fait? Et avoir effectivement un chatbot qui retranscrit le langage des signes. Ouais, tout à fait. Ça langue des signes. Ça, c'est cool. Merci Nicolas pour cette ouverture. Et d'ailleurs, ce petit clin d'œil à l'actualité. Voilà. Bon, on va finir sur cette bonne idée. Du coup, l'inclusivité. Je trouve que là, on repartait sur les dérives dark de Romain. On revient sur l'inclusivité. J'aime beaucoup ça. Bon, voilà. C'était la news innovation et un peu techno avec les avatars, le text-to-speech avatar sur Azure. C'était un petit épisode de rentrée, mais on avait beaucoup de choses à se dire parce qu'on s'est pas vu pendant quelques semaines. Vous l'avez vu, donc c'est pas le moins long qu'on aura fait. On espère, comme d'habitude, que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à nous demander aussi si vous avez des sujets que vous voulez voir traités dans l'émission, on pourra le faire avec grand plaisir. Et puis sinon, alors on vous dit 2 choses. On vous dit rendez-vous à la rentrée, pas quand on va programmer le prochain épisode, mais surtout à la rentrée, on l'annoncera, je pense, d'ici 1 semaine, globalement. On aura un épisode spécial avec un invité, une nouvelle entreprise du cloud, pour ne pas les citer pour le moment, qui nous rejoindra, qui participera. Table ronde déclinée, et un peu comme on l'avait fait avec nos amis de chez Microsoft sur le sujet fabrique. Là, on va explorer d'autres enjeux du cloud, et on sera ravis de vous partager ça très prochainement. On vous dit à très vite, bonne journée, bonne semaine. Tchuss. À plus. Super.